Europe 1, il est maintenant 8h34, l'heure de la revue de presse. Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à Bonjour. tous. Ce matin, en une de vos journaux, il y a ceux qui s'acharnent sur l'ambulance. Libération, François Hollande, cravate légèrement courbée, visage crispé. Pourquoi il ne changera rien ? Il y a ceux qui continuent à s'interroger. Le Monde, Mali, les raisons d'une tragédie. Et puis ceux qui aiment les histoires rocambolesques. Le Figaro, enquête sur la découverte de 1500 tableaux volés par les nazis. Le Parisien, la folle histoire du bulletin nazi. On commence avec un mariage au centre. Enfin, les noces entre Borloo et Bayrou. Mais oui, puis ça, alors surtout, ça faisait longtemps qu'on attendait ça, un dossier politique qui parle d'autre chose que des codes gouvernementaux, des hésitations présidentielles. Là, c'est carrément la une de La Croix. Quelle stratégie pour le centre, avec un éditorial titré « Les forces centristes ». Pour un peu, on serait impressionné. Bon, bien sûr, tous les journaux pointent l'ambiguïté de ce mariage de raison, mais ils s'amusent surtout de voir le marigot UMP et PS s'affoler un peu. Dans le Figaro, Guillaume Tabar nous parle de Bayrou, qui, depuis son élection à la tête du CDS en 1994, en est à sa 6e refondation du centre. Dans les Échos, Cécile Cornudet s'interroge. Que craindre de l'alliance forcément bancale de deux gueules cassées de la politique ? François Bayrou, qui a brûlé ses vaisseaux à l'autel de son ambition présidentielle, et Jean-Louis Borloo, qui n'a jamais su aller jusqu'au bout de ses intuitions, fussent-elles géniales, comme les qualifie Jean-Pierre Raffarin. Bon, leur chance, des partis de gouvernement lessivés. Mais comme le souligne Alain Offray dans Libération, le projet européen est le ciment de ce centre. Et s'allier avec lui ne permettra pas à l'UMP de masquer ses propres contradictions sur le sujet. Pas plus que le PS n'a résolu les siennes d'ailleurs. Alors quand on lit la presse ce matin, on comprend que finalement le seul projet politique pour les uns comme pour les autres, c'est de ne pas être distancé par le Front National. Voilà, et à propos de ce mariage au centre, il y a un papier très intéressant sur le Lab, le site politique d'Europe 1, qui a consulté les deux conventions, puisque chacun a écrit sa convention dans son coin, d'un côté le Modem et de l'autre l'UDI de Jean-Louis Borloo. Tiens, revoilà Leonarda. Mais oui, parce que alors que tous les journaux nous annoncent les manifestations de lycéens, le Figaro, lui, est allé au Kosovo, à la rencontre de la jeune fille. Et on perçoit à la lecture de l'article la détresse de ces jeunes gens, elle et sa sœur, portés au pinacle par l'actualité, puis oubliés, et qui découvrent un environnement beaucoup plus dur que celui qui était le leur en France. Mais on est aussi perplexe devant cette fille de 15 ans qui estime qu'il faut changer les ministres opposés à son retour, qui liste les solutions qui ne lui conviennent pas, loger chez sa sœur en France, obtenir un professeur particulier au Kosovo. Et si elle rentre, pourra-t-elle retourner tous les week-ends au Kosovo, comme, dit-elle, tous les enfants placés en internat ? Et là, la compassion se transforme quand même un peu en effarement. On parle encore école et mixité scolaire dans la presse ce matin. Oui, c'est une page du Monde qui nous rappelle qu'il y a d'autres sujets que les rythmes scolaires, tant mieux. Le journal décrit le quartier de la Plaine Saint-Denis avec ses nouveaux habitants, cadres parisiens en quête d'espace, mais dont les enfants ne mettent pas les pieds au collège de secteur. Et on voit les principaux se débattre avec des taux de 75% d'élèves défavorisés et qui créent des options pour tenter d'attirer les classes moyennes, classes bilingues, latin. C'est la stratégie, par exemple, du collège Iqbal Massi. Mais le principal précise tout de suite, au cas où on l'accuserait d'élitisme, n'en déplaise aux parents, pas de classe d'élite. Les élèves qui suivent des options et les autres sont mélangés. Oui, l'hétérogénéité des classes, c'est, dit-il, tout le pari du collège unique. Bon, l'idée, c'est si un élève était bon, il restera bon dans n'importe quel collège. Mais la question que se posent les parents, c'est quelques élèves vont-ils perturber la classe ? On lit ces lignes et on se demande si la faute incombe à ces parents qui refusent de sacrifier leurs enfants sur l'autel de la mixité, ou s'il ne faudrait pas surtout en vouloir à ceux qui préfèrent avoir des établissements ghettos pour maintenir le dogme de l'hétérogénéité des classes. De la morale et des bonnes actions dans la presse également. Oui, alors ce ça, matin. c'est cette question de l'arbitrage moral, d'ailleurs, qu'on retrouve partout. On la retrouve aussi dans un autre article du Monde, une tribune signée par 3 chercheurs et intitulée « La face cachée de la vertu ». Consommation durable et hypocrisie morale. Oui, le propos, c'est que des études récentes prouvent que souvent, un comportement vertueux comme économiser l'eau après une campagne de pub n'est pour nous qu'une occasion de nous autoriser un comportement déviant comme gâcher de l'électricité. J'ai fait ça bien, donc je peux me lâcher sur le reste. Voilà, ou alors on consomme des compléments alimentaires vitaminés et on se goinfre de malbouffe. Bon, heureusement, ça marche aussi dans l'autre sens. On culpabilise et du coup, on se rattrape. Mais face à cette conscience que la malbouffe, c'est mal, eh bien, il y en a qui s'organisent. Le magazine Books nous raconte comment des grandes firmes telles que McDonald's ont organisé l'espionnage d'ONG, comme Greenpeace par exemple, pour contrer leurs actions. Je vous conseille l'article, c'est un vrai roman policier où tous les coups sont permis. Décidément, ce magazine Books, il vous a inspiré ce matin. Oui, il est très intéressant. Bon, il fait sa une sur les racines de l'islamisme, passionnant, mais il y a surtout un autre article sur le silence, cette denrée rare. Un essayiste américain raconte sa perplexité quand son jeune voisin, à qui il demandait de fermer sa fenêtre parce qu'il écoutait la musique très fort, lui a répondu que non, il se fichait du voisinage.
Du coup, l'essayiste nous raconte un peu le silence à travers les âges. On voyage, les premiers acouphènes des cris en Égypte ancienne, les femmes qui se plaignaient en 1896 du bourdon sinistre de leur village qui leur donnait de la tristesse. Bon, le jeune voisin, lui, a glissé un mot disant qu'il ne comprenait pas pourquoi les vieux n'aimaient pas Led Zeppelin et que sans doute c'est parce qu'ils n'avaient pas fumé de marijuana qu'ils ne savaient pas s'amuser. Et là, on comprend que l'enfer, en fait, c'est les autres. Eh oui, Jean-Paul Sartre. Merci beaucoup, Natacha Polony. À demain pour la revue de presse, 8h35 sur Europe 1.